Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Télisson, psychologue clinicienne, psychothérapeute et autrice du livre « Regarde-toi le nombril, tu seras plus heureux ». Marion, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Steph. Bonjour à tous. Marion, tu dis qu'il faut se regarder le nombril, je cite, c'est le titre de ton ouvrage. C'est une expression qu'on associe souvent à l'égoïsme, le narcissisme. Tu veux dire quoi, toi, par se regarder le nombril exactement ? Alors, je suis d'accord avec toi déjà. C'est vrai que cette expression, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, elle est perçue vraiment négativement dans notre société. On pense tout de suite à quelqu'un, tu sais, d'égocentrique, de narcissique, quelqu'un qui est centré sur lui-même au détriment un peu des autres. Mais en fait, c'est là le plus grand malentendu, je trouve, puisque se regarder le nombril, c'est pas s'enfermer dans son petit monde, en fait, et ne plus voir les autres. C'est oser se poser finalement les bonnes questions. Qui suis-je ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Et tant qu'on n'a pas pris finalement ça en considération, tant qu'on n'a pas pris ce petit temps aussi d'introspection, finalement, on risque de vivre à côté de soi, tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Et donc, du coup, de vivre en pilote automatique aussi, tu sais ? Ou même, comme je le dis dans mon livre, de répondre aux attentes des autres, parce que tout simplement, on ne s'est pas posé ces questions-là, donc on ne sait pas. Moi, ce que j'aime bien aussi dire par rapport à ça, c'est, en fait, on vit dans ce corps. Tu vois ? Si demain, tu as un problème physique et que tu vas chez le médecin en disant, écoutez, il se passe ça, ça, ça dans mon corps, on va pas te dire, oh, vous êtes vachement égoïste. Non, c'est ton corps, quoi. Tu vis dedans, il faut en prendre soin. Et de l'autre côté, donc du côté du psychisme, du côté des émotions, du côté de tout simplement la direction de notre vie, c'est exactement la même chose. Pourtant, aujourd'hui, c'est perçu négativement. Et donc, si on ne se pose pas toutes ces questions, si on ne se regarde pas le nombril, finalement, ça crée de la frustration, voire du mal-être, parce que justement, on ne sait pas qui on est, et c'est un peu comme si finalement on vivait une vie qui n'était pas la nôtre. Donc, j'insiste vraiment dans ce livre sur le fait que s'occuper de soi, c'est vraiment une responsabilité qu'on a tous, qui doit être respectée aussi et qui nous permet ensuite d'être plus disponible pour les autres, plus juste et aussi plus aligné. Ça, c'est intéressant, le fait que ce soit aussi bénéfique pour notre entourage. Eh bien oui, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile aussi pour toi de répondre. Je sais pas, que ce soit une amie qui vient, qui te partage en fait ses difficultés, ou même quand tu as des enfants, de pouvoir les guider et leur répondre, c'est beaucoup plus facile entre guillemets, même si ça reste toujours un peu compliqué et on est bien d'accord, et on ne détient pas toutes les réponses, mais pour pouvoir justement essayer de guider un petit peu et d'outiller un petit peu, je pense notamment aux enfants, juste le fait de légitimer ce qu'ils ressentent en termes émotionnels, ça fait du bien. Et puis ils comprennent aussi. Ah d'accord, en fait ce que je ressens, ça s'appelle de la colère. Ah, et en fait j'ai le droit. Et j'ai le droit aussi de l'exprimer. Mais je peux aussi l'exprimer différemment, puis je peux la transformer, puis elle vient dire quelque chose de moi. C'est vachement important. Effectivement, en tant que parent, je pense que je ne le suis pas, mais toi je sais que tu es jeune maman. Je pense que ça ajoute une couche de difficulté à se recentrer sur soi. Parce que du coup, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir des peurs autour de ça. Est-ce que là aussi c'est bénéfique ? Ou est-ce que, parce qu'on se dit toujours les premières années on se sacrifie, on peut plus penser à soi, est-ce que toi tu es d'accord avec ça ? Alors là, je vais te parler de mon expérience perso, du coup, parce que je suis en plein dedans et parce que effectivement, je viens d'avoir une petite fille. Moi, j'avais très très peur de ça aussi parce que c'était ce que j'avais entendu. Si tu veux, il y avait un peu une dissonance entre ce que j'avais entendu et ce que moi, je peux transmettre auprès de mes patients au cabinet, même si ma spécialité, c'est pas la parentalité.
Néanmoins, forcément, j'ai des patients qui ont des enfants. Donc, je suis amenée à pouvoir les guider aussi, à les aider un petit peu dans ce qu'ils traversent. Et ce que j'ai pu observer, c'est que de nombreux parents sont soit au bord de l'épuisement parental, soit en plein burn-out parental. C'est vrai que quand je suis devenue maman, j'avais ces petites phrases-là qu'on te dit, bon, tu vas te sacrifier, t'auras plus tes nuits, tu pourras plus penser à toi. Et moi, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire? Parce que justement, dans cette dynamique-là et dans l'écriture de ce bouquin, parce que je l'ai écrit en pleine grossesse, en fait, c'était important que ça n'arrive pas pour moi. Et c'était important aussi que je transmette des choses à ma fille, qu'elle puisse voir certaines choses. Parce que pour moi, je peux pas dire quelque chose et faire le contraire. Bon, même si je ne suis pas une maman parfaite et je ne cherche pas à l'être, mais c'était important pour moi, si tu veux, de montrer ça. Et donc, il y avait cette dissonance-là, et en fait, je me suis dit que je n'avais pas envie de tomber dans cet épuisement parental. Et pour pas tomber dans cet épuisement parental, nécessairement, va falloir que je trouve du temps pour moi. Et alors, c'est tout un enjeu, parce que tu as la culpabilité derrière, parce que tu as aussi tout simplement envie d'être tout le temps auprès de ton enfant, pour vérifier qu'il va bien, parce que tu as l'impression aussi qu'il n'y a que toi qui va pouvoir vraiment bien prendre soin de lui. Et donc, c'est tout un travail aussi d'acceptation de je ne peux pas être toujours présente, je suis aussi en responsabilité de prendre soin de moi. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est de me rappeler de 2 choses. La première, c'est je ne suis pas une maman parfaite et je ne veux pas l'être. Parce qu'une maman parfaite, pour mon enfant, ça va lui renvoyer quelque chose de trop violent. Parce que du coup, derrière, il va devoir se dire, il faut que je sois aussi à la hauteur. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Et la deuxième chose, c'est, je ne peux pas bien prendre soin de mon enfant si je ne prends pas bien soin de moi d'abord. Parce que je ne serai pas assez disponible psychiquement pour mon enfant si je prends pas bien soin de moi d'abord. Alors attention, ça veut pas dire que toute ma journée, elle est dédiée pour moi, non. Mais que j'essaye dans ma semaine d'avoir des temps pour moi, des temps où je souffle, des temps où je fais des trucs de mon côté. Et je t'assure que en faisant comme ça, même si au début il y a beaucoup de culpabilité et je pense qu'elle y sera toujours, ça fait du bien parce que quand je reviens, mais qu'est-ce que je suis heureuse de voir ma fille et je suis vraiment là, tu vois, pleinement dans l'instant et je lui montre aussi que c'est important de faire ça. Cette question d'être un modèle, c'est hyper important ce qu'on projette. Enfin, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur l'image de la mère parfaite qui finalement envoie une pression. Enfin, ça véhicule beaucoup de choses. Oui, et c'est aussi ce qu'on renvoie même de manière globale, tu sais, c'est qu'il y a ce côté de perfection en fait. Il faut être la bonne. Alors là, je vais parler du côté féminin, mais ça marche très bien du côté masculin ou autre. Je veux montrer que je suis une bonne épouse, que je suis une bonne maman, que je suis une bonne employée, que je suis aussi une bonne amie, et qu'en même temps j'ai des passions, et blablabli, et blablabla. Ça fait beaucoup quand même. Et puis juste, en fait, on peut pas être parfait. Et notamment, si je prends cet exemple, moi, en étant maman, il y a des choses sur lesquelles j'ai laissé un petit peu de côté. Tout simplement parce que aujourd'hui, en m'occupant d'un nourrisson, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de pouvoir prendre des nouvelles aussi régulièrement qu'avant, par exemple, à mes amis. J'ai pas le temps de me consacrer et d'être à fond sur mon travail. Donc peut-être que ce sera un peu au détriment de mon travail. Et en fait, je crois que c'est important aussi d'accepter que on ne peut pas être parfait et qu'être parfait ne nous apportera pas non plus le bonheur. Et que il faut aussi accepter que de temps en temps, on privilégie quelque chose au détriment d'autres choses, mais parce que c'est important pour nous à ce moment-là. Et c'est temporaire. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent que les personnes ont du mal à accepter. Et moi, j'étais dans cette situation. Je voulais que ma vie soit toujours parfaitement équilibrée sur tous les plans et avoir de la place pour tout et faire tout parfaitement, en fait. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a des périodes de travail plus chargées qui font que on peut peut-être faire moins d'activité physique ou qu'on cuisine un petit peu moins. Il y a toujours, on peut pas être tout le temps, partout. Enfin, et le fait de l'accepter, d'accepter qu'il y a des phases et que c'est ok, ça enlève aussi beaucoup de pression pour soi. Ça fait qu'on peut profiter et accepter en fait ces phases qui sont normales, qui doivent pas nous faire souffrir non plus si le déséquilibre est trop grand, mais aussi se faire confiance pour se dire ok, là le déséquilibre est trop grand, justement je le ressens et je dois ajuster. Mais en fait la vie c'est ça aussi, c'est une somme d'ajustements constants pour sentir un équilibre qui est pas parfait mais qui est le bon à un moment donné dans notre vie. Qui change. Et par exemple, j'ai des patients qui viennent me voir au cabinet
je sais pas si ça va faire écho à toi ou à certains, et qui me disent mais je comprends pas. J'ai fait par exemple des études, je sais pas moi, d'avocat. Vraiment ça me plaisait, j'adorais ça, et maintenant j'y suis, j'ai trimé, et ça y est, j'ai tout ce que je voulais. Mais en fait je me rends compte que ça me plaît plus. C'est plus ça que je veux. Et c'est rigolo parce qu'on voit à quel point c'est compliqué d'accepter ce changement. D'accepter que pendant autant d'années, on a fait autant d'efforts pour obtenir quelque chose qu'on pensait être ce qui va nous apporter le bonheur, pour se rendre compte que c'est pas le cas. Et là où j'aimerais justement que les auditeurs qui nous écoutent comprennent quelque chose, c'est les choses, elles bougent. Ce qui nous apportait de la joie à un moment donné, ce qui nous apportait du plaisir, ça peut durer un temps, mais ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie. Et notamment un travail. Et parfois aussi, on se fait une illusion. Ah, quand j'aurai ça vraiment, je serai tellement heureux. Et en fait, on se rend compte que oui, mais sur un très très court temps. Et qu'après, plus ou moins. C'est normal parce que le cerveau, il s'habitue à ce qu'on avait. Alors là, je parle pas forcément du travail, ça peut aussi être le cas, mais par exemple, d'avoir une maison, d'avoir, je sais pas, une relation de couple, d'avoir un certain objet, etc. Et je crois que c'est important en fait de se rappeler que les choses, elles changent, elles bougent, que ça fait partie de la vie, comme tu l'as très bien dit, et que c'est pas grave, au contraire, c'est ce qui nous rend vivants. Et c'est là où on doit être attentif et à l'écoute de ça, d'accepter que, finalement, c'est plus ok pour moi d'être avocat. Alors qu'est-ce qui serait ok pour moi ? De quoi est-ce que là j'ai envie ? Je pense à un patient qui a fait ça, justement qui était avocat et qui a finalement tout quitté pour devenir carreleur. Why not, quoi ? Et aujourd'hui, il est le plus heureux du monde. Et peut-être que dans 10 ans, il changera de travail. Et c'est ok. Ouais. Et je pense que c'est dur pour beaucoup de personnes parce que déjà, il y a quand même cette idée qui a évolué, mais qui est quand même encore imprégnée de quand on fait un travail, c'est pour la vie. En tout cas, un métier, c'est pour la vie. Maintenant, on a accepté que changer d'entreprise au cours de sa vie, c'est normal, ce qu'il était moins pour les générations précédentes. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de rassurant dans la stabilité, dans le fait de se dire je suis ça. En plus, il y a un peu un rapport à l'identité aussi. Je suis avocat, mes amis sans doute souvent sont dans ce milieu, il y a ce milieu social, enfin il y a plein de choses qui sont attachées à ça. Et le changement, ça fait peur parce que et quoi ensuite ? C'est ça. Finalement, et se dire je suis ça et je serai ça toute ma vie, il y a une fausse impression, selon moi en tout cas, elle est fausse, de stabilité, de sécurité. Alors que j'avais fait un épisode pile sur ce sujet, on évolue, et donc il se peut que notre métier, qui nous correspondait à un moment donné, ne nous correspond plus. Et c'est tout à fait ok, et c'est une super opportunité de croissance, de découverte de soi, et de se réaligner, qui est un travail constant finalement. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que tu dis, que je trouve vraiment très pertinent, c'est qu'aujourd'hui, on nous apprend tellement que le métier est important. Je dis pas qu'il n'est pas important, mais on le met souvent au premier plan comme étant effectivement une identité, enfin notre identité, pardon. Alors qu'en réalité, ça n'est qu'une identité. Tout comme le fait d'être mère, tout comme le fait d'être une amie, d'être une conjointe, etc. Ça n'est qu'une facette de toutes les autres facettes qu'on a. Et lorsque l'on construit notre vie autour de cette unique identité, si demain on perd notre travail ou si demain nous vient l'envie qu'on ne peut pas contrôler de changer de travail, tout s'effondre. C'est aussi pour ça que dans mon livre, je trouvais que c'était très important de rappeler aux gens l'importance de développer, tu sais, les autres aspects, c'est-à-dire ses passions, ce qui nous fait plaisir, aller se balader, écouter de la musique, bref, il y a plein de choses qu'on peut développer comme ça, sans forcément que ça devienne un métier, qui sont essentiels, ça fait partie des piliers de la vie. Tout comme d'ailleurs la relation de couple où parfois on se construit tellement comme étant en couple ou marié à que le jour où ça s'arrête, tout s'effondre, notre identité s'effondre. Et toi, dans ta pratique de psychologue, tu vois beaucoup de personnes qui vivent la vie que les autres attendent d'elles plutôt que la leur. Comment repérer quand on est dans ce schéma ? Quels sont les signaux d'alarme ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il peut y avoir un sentiment d'inconfort. Ce truc de tu te lèves le matin, il y a un truc qui coince à l'intérieur. Tu sais pas quoi, mais ça gratte un peu. Puis ça continue de jour en jour, même si tu mets ça un peu de côté. Tu vois ? C'est souvent qu'il y a vraiment un truc qui gratte. Tu as aussi ce côté de sentiment de vide, plus le goût. Si je reprends l'exemple du travail,
plus trop le goût d'aller au travail, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui m'épanouit pas, etc. Et puis il y a aussi ce côté que moi je rencontre beaucoup, dont j'avais parlé aussi récemment sur Instagram, le fait de dire je comprends pas, tout va bien, j'ai tout pour être heureux, mais je sens que je le suis pas et je comprends pas pourquoi. Et ben ça, tu vois, c'est vraiment le signe justement qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Pas forcément que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a aussi des décisions que tu peux prendre par défaut, entre guillemets. Tu sais, par exemple, pour faire plaisir, où on parlait de la stabilité tout à l'heure, par exemple, de choisir un métier. Je suis désolée, je reviens sur le métier, mais je trouve que c'est souvent le plus facile pour illustrer, le plus parlant. Ah ben j'ai choisi le métier d'avocat parce que c'est plus stable, ou le métier de médecin, ou le métier de comptable, en sait rien ce que tu veux. Parce que c'est plus stable, parce que là, il y a toujours du travail. Ou parce que mes parents voulaient que je fasse ça, ou parce que historiquement dans la famille, on a une famille de notaires, donc c'est normal pour moi. Exactement. Fais des études de notaire, c'est bien pour toi. Non, c'est bien pour toi. Pas pour lui. Parce que lui, tu lui as pas demandé ce qu'il voulait vraiment. Et lui, il va vivre toute sa vie dans son corps avec des émotions difficiles si c'est pas ce qu'il a envie de faire. Et alors, par où commencer concrètement pour se reconnecter à qui on est vraiment, pour identifier ce qu'on veut réellement dans la vie? Je reviens donc à la question des émotions. Il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec les émotions, qui comprennent ce qu'elles ressentent, qui les acceptent, et du coup, c'est un petit peu plus facile de pouvoir les accueillir et de pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a aussi des personnes à qui on n'a pas appris, en fait, à comprendre ce qu'elles ressentaient, à les accueillir et à les accepter. Donc ça va être l'étape numéro 1. D'accepter que je ressente de la colère, d'accepter que je ressente de la tristesse, de la frustration, de la déception, de la culpabilité, ce que tu veux. Parce que c'est à partir de ça que tu vas pouvoir tisser un fil, en fait. La deuxième étape, c'est tout simplement, après l'accueil et l'acceptation, c'est juste de ne pas juger. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, oui, tu es avocat, oui, tu ressens le fait que ça gratte, c'est plus ok pour toi ça. Et tu ressens, même si tu vas un peu plus loin dans la compréhension de tes émotions, que finalement ce que tu fais, ça n'a pas de sens par rapport à tes valeurs. Donc ça, c'est déjà une sacrée étape. Et juste ne juge pas. J'accepte aujourd'hui de ressentir ça. J'accepte aussi de ne pas avoir la solution. Mais je sais que je vais la trouver. Et juste, j'accepte que c'est comme ça pour le moment, temporairement. Et ensuite, pose-toi des questions. Une fois que, voilà, déjà cette étape, elle est bien passée, mais juste pose-toi des questions. Qu'est-ce que ça vient dire, en fait? Par exemple, si je reprends toujours le même exemple, ce manque de sens, là, c'est quoi? Ce serait quoi, du coup, tes valeurs? Dans mon livre, j'ai donné un exercice justement sur la question des valeurs. C'est extrêmement important. Je trouve que je suis toujours en colère encore qu'on n'apprenne pas ça aux enfants, mais c'est important. C'est quoi les valeurs que tu as? Enfin, les enfants, plutôt les ados, mais c'est quoi tes valeurs à toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu vois? Pareil, c'est quoi tes envies? Qu'est-ce que tu aimes faire? Si je reprends l'exemple de l'avocat, en fait, moi, ce qui a du sens pour moi, c'est créer. C'est utiliser mes mains. Mais c'est génial. Déjà, t'as une direction. Plus vous allez vous poser des questions en fait sur vous-même, sur ce que vous ressentez en les légitimant et en ne pas les jugeant, plus vous allez commencer à avoir, et en les accueillant aussi et les acceptant, plus vous allez avoir des ébauches de réponses. Sans pression non plus. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'il y a aussi le côté de oui, mais là, ce que je ressens maintenant que je l'ai accueilli, que je l'ai accepté, c'est tellement fort que je ne peux plus rester dans cette situation. Oui. Mais faisons un pas de côté aussi et essayons de prendre le temps. Peut-être que ça peut être par la découverte justement d'activités manuelles. Donc souvent, ce que je recommande, c'est de faire la liste. Tu sais, j'en avais parlé aussi dans mon bouquin. De faire la liste des choses qu'on a déjà fait, qu'on aimerait faire, qu'on a toujours rêvé de faire mais qu'on n'a jamais osé. Et je vais te donner mon exemple. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la poterie. J'ai jamais osé. Pour tout un tas de raisons. Et j'aimerais bien le faire là maintenant. Ça y est, je suis prête, quoi.
Et tu vois, ça m'apporte énormément de joie, en fait. Donc, faire ces colonnes-là, elles sont super importantes parce que ça ne veut pas forcément dire que tu vas trouver la direction de ta prochaine profession. Ça veut simplement dire que dans ton quotidien, tu te reconnectes à toi, à ce qui te fait plaisir, à des choses que tu avais oubliées aussi, si je me rapporte à mon exercice sur les rêves d'enfant, et que tu commences à mettre ça, tu sais, dans ton quotidien. Parce que notre quotidien, il est surchargé de responsabilités et très peu de moments de joie, de plaisir. Mais c'est tellement important. Et c'est grâce à ça que tu te reconnectes à toi-même. Donc ça fait beaucoup d'étapes là que je donne, mais je dirais que c'est le package, le process en fait, le processus qui te permettra du coup d'avoir la réponse à ces questions-là. Il y a énormément de choses intéressantes dans ce que tu dis. La question des envies notamment, c'est quelque chose auquel on arrive à connecter lorsqu'on est enfant, assez facilement, ou même ado, et qu'on perd à l'âge adulte, parce que comme tu le dis, le poids des responsabilités, le travail, et puis en fait, la partie plaisir et jeu, qui est fondamentale pour l'être humain, le jeu c'est hyper important, on la perd au profit de trucs très sérieux, qui sont très importants aussi, mais pourtant l'être humain à tout âge a besoin de jouer. Alors ça peut se traduire de plein de manières. On a besoin de prendre du plaisir en fait pour, encore une fois, cette notion d'équilibre, parce que sinon on est dans un tunnel métro boulot dodo que tu décris bien dans ton livre, et c'est super important effectivement de reconnecter à ça, mais tu soulèves un autre point très important, c'est la patience dans le processus. Et très souvent, et moi je suis passée par là aussi, on a envie que ça aille vite. Je suis plus épanouie dans mon travail, il faut que je trouve la solution. Et tu dis très justement, accepter de ne pas avoir tout de suite de solution. C'est fondamental parce que cette phase d'exploration, de redécouverte, de découverte de soi, elle est cruciale pour trouver par la suite. Mais il faut s'autoriser un temps qui n'est pas tout de suite qu'est-ce que je vais faire d'autre comme métier, mais je vais explorer, tirer des fils que j'ai pas osé tirer. Et donc effectivement s'autoriser sans pression à explorer. Rien que ça, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, c'est que ça fait du bien. Ça redonne de la joie, même si on n'est toujours pas épanoui dans ce travail qui ne nous correspond plus, certes, mais déjà on développe d'autres aspects qui sont importants et ça apporte de la joie, un peu cette flamme finalement qu'on peut vite perdre en tant qu'adulte. Et puis la question des valeurs, elle est fondamentale. Enfin, les valeurs fondamentales, c'est absolument crucial. Et je trouve que, en tout cas, quand je propose cet exercice, il est tellement important. Je vois à chaque fois que je le propose à des clientes ou des clients, à tout âge, hein, l'effet que ça a de voir, ah ok, en fait, c'est ça mes valeurs. Elles sont différentes de celles de ma famille, de mon conjoint, peut-être de la société. Et en fait, tout a du sens. Parce que je comprends que mes choix, ils sont alignés avec ces valeurs-là. Que j'ai envie de faire ces choix parce que c'est aligné avec ces valeurs-là. Donc effectivement, faire cet exercice, et je crois que c'est un des premiers que tu proposes dans ton livre, et c'est essentiel. Oui. Je voudrais revenir, si tu es d'accord, sur la question du jeu. Le jeu, ça fait partie de prendre soin de soi et de la découverte de soi. Et j'ai envie de poser une question à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est: pouvez-vous quantifier le nombre de temps que vous passez dans votre semaine à jouer? Mais à jouer vraiment. Pas juste à jouer avec vos enfants. Ça marche pas ça. À jouer pour vous. Alors on peut l'entendre de manière différente. Moi par exemple, j'adore jouer aux jeux vidéo. Ça me fait, voilà, j'aime bien, ça me fait kiffer. Ça fait partie d'un de mes jeux, entre guillemets. Mais il y a toute la partie créative dont tu parlais aussi, qui pour moi est aussi une source de jeu en fait. Et ainsi de suite. Et si tu comptabilises en fait dans ta semaine le temps que tu passes à jouer, tu te rends compte qu'il est infime par rapport aux 24 heures x 7. Et là, je crois que c'est important aussi de se rappeler que, tout comme tu l'as dit, et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, c'est le jeu, c'est important même quand on est adulte. Ce que je donne comme image et ce qui est important et que j'ai essayé de développer dans mon livre, c'est qu'il faut voir en fait son corps comme étant une jauge d'énergie. Et cette jauge d'énergie, elle va à la fois se remplir, mais aussi se vider. Et elle se remplit par le plaisir, par la joie, par de l'énergie, par des ressources. Donc ça fait partie évidemment de nos relations sociales, etc., de l'atteinte de nos aspirations, etc., mais ça fait aussi partie des temps qu'on s'attribue à soi, des moments ressources.
Et si on passe plus de temps dans notre journée / dans notre semaine à avoir des responsabilités qui nous drainent, ben dans notre jauge, en fait, elle est beaucoup plus vide que ce qu'elle ne devrait être remplie. Et donc tout simplement, ne serait-ce que pour rééquilibrer ça, parce que parfois, il n'y a pas forcément des personnes qui vont te dire « bon, bah, je me sens pas OK dans mon travail ou dans X ou dans Y, juste, je sais pas, il y a un truc qui va pas. » Ben, juste en rééquilibrant cette jauge et en incluant en fait dans ton quotidien un petit peu plus de moments de jeu, un petit peu plus de moments où tu te ressources, de faire des choses qui te font plaisir, de découvrir de nouvelles activités que tu as toujours rêvé faire, / mon idée de poterie, et ben rien que ça, tu te rends compte que ouah, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que je me sens mieux à la fin de la semaine. Surtout si je le fais bien à chaque fois, chaque semaine. Et de le faire sans pression. Parce que parfois, ce qui vient saboter ces moments-là, c'est qu'on doit performer. Déjà qu'on doit performer au travail et souvent, on doit performer dans nos activités, dans nos voyages. Il faut faire un maximum de choses. Il faut tout voir, il faut tout faire. Quand je me mets au dessin ou à la peinture, il faut que ce soit beau. Et ça, c'est des choses qui viennent un petit peu enlever à la partie plaisir, relâchement, sans attente, qui en fait est celle qui nous ressource le mieux. Moi, c'était un gros travail personnel et d'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais fait un atelier sur un trimestre d'art-thérapie. J'ai fait des bouses et c'était tout le plaisir en fait. C'était moi qui ai tendance à être un peu perfectionniste, le fait de juste toucher les matières, suivre son intuition. Tiens, j'ai envie de mettre cette couleur. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit c'est trop moche, ça ne va pas du tout avec cette autre couleur. Mais en fait, je suis quand même et je m'autorise. Et en fait, un même moment devient un vrai moment de ressourcement parce qu'on enlève l'idée de performance. Et même dans les jeux, tu vois, jouer aux jeux vidéo, si on veut absolument juste gagner, ça enlève un petit bout. Pareil, les jeux de société entre amis, on peut aussi ça peut être super, mais on peut perdre un peu le bénéfice quand il faut absolument gagner et réussir. Et donc s'autoriser des moments où il n'y a pas d'attente. Oui, c'est ça. Qui sont juste quelque chose qui me fait plaisir. C'est ça le but, qu'il n'y ait pas de but précis. Ça, c'est rare. Ça peut être vraiment rare ces moments quand on est adulte. Et pourtant, c'est essentiel. Oui, c'est ça, parce qu'il faut toujours faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut plus être dans l'être, on est dans le faire sans cesse. C'est tellement drainant. On n'a plus de temps ni d'espace pour penser. Et c'est tellement important. Et comme tu le dis, je trouve ça génial la manière dont tu le dis. Ne pas avoir d'attente. Juste profiter de cet instant. On s'en fout en fait de qui a gagné. Parce que ce qui compte, c'est juste de profiter de ce moment, d'être ensemble, de rigoler, d'être ensemble. Et aujourd'hui, tout est biaisé aussi par rapport à la question de la performance, par la société de consommation, par le côté faire toujours, comme tu disais, faire plus de voyages, être toujours parfaite dans ce qu'on fait, faire beau. Mais dans quel but ? Ok, les gens vont trouver ton tableau super beau, mais ça va s'arrêter là en fait. Alors que si toi, t'as passé des heures à t'arracher les cheveux pour pouvoir faire un truc beau qui t'a même pas fait plaisir, quel est le but ? Quel est le sens ? Pareil, si tu fais un jeu de société et au final, à la fin de ce jeu de société, tout le monde est mécontent, mais toi, t'es content parce que t'as gagné, ben super. Quel est le sens ? Que t'as prouvé, quoi, que tu pouvais gagner. Okay. Super. Et ouais, justement, on vit dans une société où on recherche constamment la validation externe. En tout cas, via les réseaux sociaux, via la validation des autres, l'opinion des autres. Quel exercice peut-être tu pourrais recommander pour apprendre à se faire davantage confiance et à moins dépendre du regard des autres pour nourrir notre estime de nous ? Alors j'ai envie de te répondre de deux manières. La première manière, ça va être de réfléchir sur le tri que tu peux faire. Et la deuxième chose, c'est le contrôle. Et l'un va avec l'autre. Je m'explique. On a souvent tendance à croire qu'on a le contrôle sur ce que les autres peuvent penser ou sur le jugement des autres qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de nous. On est dans cette illusion que si on fait tout parfaitement, automatiquement, du coup, c'est bon, je vais avoir la validation des autres. Si je fais tel travail, c'est bon, mes parents seront fiers de moi et ils seront pas déçus. Et ainsi de suite. Mais absolument pas, en fait. Mais enfin,
Tu peux faire tout parfaitement, puis tu auras quand même quelqu'un qui va dire « Ah bah c'est moche » ou « Ah bah non, c'est pas bien » ou « Ah bah non, t'es trop comme ci, t'es passé comme ça ». En fait, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous ou qui émettra un jugement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'en fait, on se rend compte que peu importe ce qu'on fait, peu importe toute la pression et toute l'énergie qu'on peut mettre, ça ne change rien. Donc finalement, autant faire ce qu'on veut. Parce que la finalité reste la même. Et que en plus, le jugement des autres, la plupart du temps, en fait, on ne le connaît pas. En dehors des réseaux sociaux. Tu as déjà vu quelqu'un venir te voir et te dire « Bah franchement, Steph, c'est super moche ce que t'as fait. » Si je reprends ton exemple là de peinture. Bah non, en fait, personne va oser dire ça. En vrai, hein, attention. Sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. Mais néanmoins, c'est quand même important de se rendre compte de ça. Et donc, pour revenir sur mon premier point, l'idée c'est de faire le tri. C'est qu'à la fois tu comprends que tu as le contrôle en fait sur toi et donc sur ce que tu veux ressentir, ce que tu veux faire, mais aussi là où tu veux aller. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, on choisit qui on veut suivre par exemple ou pas. Et si tu te rends compte que suivre un compte, ça te met mal parce que t'arrêtes pas de te comparer en te disant « Oh là là, elle a une vie parfaite, oh là là, je sais pas moi, elle a une super taille, oh mais moi ça me déprime parce que, je sais pas moi, j'ai pris des kilos, je me sens pas bien, etc. » Et que tous les jours, en fait, tu continues à regarder ce même compte, à regarder ces stories de cette femme parfaite qui a une vie extraordinaire et une silhouette parfaite que tu rêverais d'avoir. Mais en fait, tu vas vite te rendre compte que c'est hyper drainant dans mon histoire de jauge. Donc finalement, quel est le sens de continuer à suivre ce compte si t'apporte plus de frustration, de négativité qu'autre chose? Alors oui, il y a un côté voyeurisme, mais c'est là où c'est quand même important de se rappeler qu'on a le contrôle. On peut choisir d'aller là où ça nous fait vraiment du bien. Juste unfollow. Ou alors, accepte que ce moment-là, il te fait du mal. Mais contrôle-le aussi, en raccourcissant le temps, en tout cas en faisant un timing. Tu sais, parfois, on a quand même ce truc de « Ouais, mais c'est plus fort que moi, je veux quand même aller voir. Bon, pour X ou Y raison. » Pas de problème, mais limite ton temps. Parce que sinon, toute la journée, tu vas être dessus. Surtout qu'en plus, on sait aujourd'hui à quel point notre téléphone, il est greffé sur notre main et encore plus sur les réseaux sociaux. Bon, je ne parlerai pas de TikTok parce que je suis vraiment contre cette plateforme, mais pour tous les autres réseaux, c'est important de limiter notre temps et de choisir, de faire le tri, justement, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. Donc, on peut sélectionner qui on veut suivre. On a le contrôle là-dessus. Et on peut apprendre à valider ses propres choix. Tout simplement, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Ben en fait, oui, c'est pas beau, mais je m'en fous. Parce que ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'est prendre du plaisir. Tu vois ? Et donc, je valide ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et souvent, il y a beaucoup de résistance à faire ce shift-là. C'est très dur, en tout cas, c'est ce que je constate chez les personnes que j'accompagne, parce que quand on a l'habitude de se nourrir de l'approbation externe et de tirer notre estime de nous de l'extérieur, eh bien, générer ça de l'intérieur, ça demande de l'énergie. Et ça met dans une espèce d'insécurité parce que on a peur que, ok, moi je vais me valider, mais qu'est-ce qui se passe si je perds potentiellement la validation des autres, qui m'a nourri jusque-là, qui m'a fait me sentir bien avec moi-même jusque-là. Tu vois, c'est là où en fait, et c'est génial ce que tu es en train de dire, en fait non, c'est pas perdre quelque chose, c'est changer quelque chose, c'est-à-dire gagner autrement. Tu ne perds pas la validation des autres, mais si tu t'entoures que de personnes, j'exagère un peu, que de personnes qui vont te renvoyer le « T'es sûr ? Moi j'aurais pas fait ça comme ça, hein. Tu devrais plutôt faire ça comme ça. » Là, il y a un problème. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui vont te dire « Ah bon Marion, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça ? De quoi tu as besoin ? Comment puis-je t'aider ?» Ça change tout. Potentiellement, tu peux perdre la personne parce que quand tu auras gagné en estime de toi, tu vas vouloir faire le tri aussi. Exactement. Ça fait peur. De se rendre compte qu'il y a des amitiés, ça arrive souvent pendant les accompagnements, de personnes qui réalisent que des relations doivent se terminer, doivent changer, se rééquilibrer ou se terminer parce qu'elles sont pas bonnes pour soi.
Et ça, même si on le sait au fond que c'est pas bon pour nous, ça fait peur. Mais la joie qu'on ressent, enfin la fierté qu'on ressent quand on fait les choses pour soi et qu'on se sent aligné, ça compense fois 1000. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais aussi revenir sur ce que tu dis que je trouve très important et ça me fait penser à une patiente, une patiente que j'ai eue où on a travaillé cette question, tu sais, des relations où tu te rends compte que la relation, elle te draine plus qu'elle te nourrit. Et donc, on travaille ça et je lui ai posé cette question et je trouve que ça rejoint ce que tu dis parce que on n'est pas obligé de perdre la personne. C'est pas parce que tu te rends compte qu'une amitié, elle est finalement pas équilibrée que tu es obligé de la renier, entre guillemets, et de rompre cette amitié. Et moi, je lui ai demandé, mais finalement, si vous sentez qu'elle vous demande plus que ce que vous pouvez apporter, est-ce que ce serait pas possible de rééquilibrer ça, plutôt que de rompre la relation? Et au final, elle a accepté de garder cette relation, mais de moins donner. De donner à ce qui était plus juste pour elle. D'en attendre moins aussi. Et finalement, c'était beaucoup moins drainant du coup pour elle. Elle a conservé cette amitié, même si elle sait que c'est une amitié qui est un petit peu plus superficielle, entre guillemets, enfin un peu plus légère, je peux dire ça comme ça, vers qui elle se tournera moins si jamais justement elle a certains passages à vide ou certaines émotions difficiles ou juste besoin de guidance, de conseils, etc. Mais elle y trouve quand même quelque chose. Et donc, je trouve que c'est aussi important de se rappeler que c'est pas parce que quand on se rend compte qu'une relation ne nous convient pas, qu'elle n'est pas assez équilibrée, qu'automatiquement, il faut l'éjecter de notre vie. Non, on peut juste accepter que cette relation, elle est comme ça. Par contre, la rééquilibrer en fonction de ce qu'on donne et ce qu'on accepte de recevoir à ce qui est plus aligné avec nous. On en revient à cette question d'alignement. Par contre, la personne, effectivement, en face, elle peut aussi ne pas être d'accord, qu'on donne moins. Et là, pour le coup, ce sera sa décision à elle de ne pas respecter ce qu'on est en mesure ou pas de donner et de rompre ou non la relation. Tu parles également dans ton ouvrage de l'importance de déconstruire nos croyances limitantes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment une croyance peut nous empêcher de vivre authentiquement et puis comment se libérer potentiellement de cette croyance? Ça va rejoindre un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure, donc du coup ça peut être vraiment bien en lien, c'est la croyance que si je réussis, je serai aimée, ou si je suis parfaite, je serai aimée. Et ça, c'est une croyance que je peux observer chez beaucoup. Bon, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on ne nous apprend pas à accepter nos imperfections. Et dès tout jeune, on se concentre sur le fait que là, il y a des zones de faiblesse et donc il faut absolument les travailler parce que non, c'est pas normal. Alors qu'en fait, on a tous des zones un peu plus fragiles et d'autres un peu plus fortes. On devrait au contraire travailler plus nos forces que d'essayer d'être tout le monde au même niveau. Arroser les fleurs plutôt que chercher à arracher tout le temps les mauvaises herbes. Exactement. Et je l'aurais pas mieux dit. Mais oui, c'est ça. Mais en tout cas, cette croyance-là, elle nous pousse finalement à la comparaison. Elle nous pousse à vouloir toujours prouver, en fait, prouver quelque chose. Mais le problème à ça, c'est que, en fait, cette course-là à la perfection, cette course à je dois réussir, elle n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de but. À quel moment, toi, tu sais finalement que là, c'est bon, je suis parfaite. Là, c'est bon, j'ai réussi. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Si je suis avocate, et c'est parce que c'est notamment perçu socialement comme une réussite, alors que moi, je déteste ce métier, est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite? Tu vois? Donc, la question du sens, elle est vraiment importante. Et pour se libérer, donc par exemple, de cette croyance-là, c'est déjà, premièrement, important d'en prendre conscience que c'est donc une croyance, pas une vérité. Ensuite, tu peux venir la questionner. Est-ce que cette pensée-là, elle est OK pour moi? Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce que je veux juste continuer à la suivre, à la nourrir? Et ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est toujours dans mon exemple, tu sais, où je parle de pensée et d'action. Une fois que tu as pensé les choses, tu peux commencer à agir, mais parce que tu as pensé avant. L'action, ça peut être justement
bah tiens, je vais voir si l'inverse est juste du coup, parce que si je pense que je dois réussir pour être aimée, si je réussis pas, techniquement, ça veut dire que je ne serai plus aimée. Bah vas-y, essaye pour voir. Sur des tout petits trucs, bien sûr. Mais juste teste. Et tu te rends compte qu'en faisant ça, bah t'es toujours aimée, dis donc. Tiens, j'ai pas fait mon tableau parfait, par exemple. Pour autant, même quand même. Tiens, j'ai pas réussi à faire ce truc-là qu'on m'a demandé de faire, mais je suis quand même aimée. Et en fait, ça vient fragiliser petit à petit cette croyance. Par l'expérience, mais dans le sens inverse. Et du coup, à partir du moment où tu commences à la fragiliser, tu commences à la remettre en question, et donc tu commences à pouvoir la déconstruire pour pouvoir la remplacer par une pensée, une croyance qui est plus juste et qui est plus nourrissante, plus soutenante. Donc par exemple, je mérite d'être aimée même si je ne suis pas parfaite. Alors évidemment, c'est facile à dire comme ça, c'est tout un travail de déconstruction, reconstruction, notamment quand il y a trauma, il y a des croyances qui sont bien ancrées, mais l'idée en fait, c'est ça quand même, que tu peux faire toi tout seul. Être accompagné, c'est aussi, je pense, important dans ces moments-là, pour se sécuriser. Et puis pour mettre en place les petits pas. Parce que souvent, on a conscience, on le sait soi-même, on aime toujours les gens, même s'ils sont imparfaits, même s'ils font des boulettes. On l'autorise chez les autres. Mais se l'autoriser à soi, même si on sait intellectuellement que c'est ok, c'est plus dur. Et donc parfois, effectivement, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui guide et suggère les petits pas de manière sécurisée, mais qui permet d'avancer. Et effectivement, comme tu le dis, de constater factuellement que c'est ok. Oui, et d'apprendre à développer de la bienveillance vis-à-vis de soi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Ce qui fait justement qu'on est très exigeant, qu'on autorise certaines choses aux autres, mais pas à soi. Qu'on s'impose des choses. On ne nous apprend pas à être bienveillant envers soi-même. D'ailleurs, quand on te dit sois bienveillant avec toi, bah, mais ça veut dire quoi en fait? Enfin, techniquement, comment je fais? On ne nous a jamais appris, encore une fois, depuis tout petit, à être bienveillant avec soi-même. Rares sont ceux qui l'ont appris. Pourtant, c'est essentiel. S'autoriser le droit à l'erreur, s'autoriser le droit de ne pas être parfait, de se tromper, de changer, et juste de se parler comme on pourrait le faire avec son enfant ou avec un ami. Ça aussi, c'est super dur et pourtant c'est essentiel. J'ai une dernière question pour toi, Marion. Comment savoir qu'on est sur la bonne voie? Quels sont les signes qu'on commence vraiment à vivre notre vie plutôt que celle des autres ou celle que les autres veulent pour nous? C'est une très bonne question. Alors pour ça, moi je travaille avec le corps. Le corps, c'est un indicateur qui est le plus juste au monde. On ne peut pas se tromper. Voilà. Que tout le temps être dans le mental, le corps lui ne ment pas. Pour ça, en fonction de la question que tu te poses, donc si je reprends par exemple cette histoire de travail dans lequel je me sens plus bien, etc., l'idée, ça va être tout simplement de fermer les yeux et d'imaginer dans les moindres détails une journée type ou plusieurs années par rapport à cette journée type qui se répète. Donc par exemple, une personne qui te dit ben voilà, je me sens pas bien, je suis avocat, machin, et en fait, je crois que je voudrais être carreleur. Ok. Bah, tu vas fermer les yeux 2 secondes et puis tu vas imaginer que toute ta vie, c'est ce que tu vis actuellement. C'est-à-dire ta journée d'avocat. Décris-la moi dans les moindres détails ta journée. Ou fais une généralisation, mais t'as compris. Et tu vas imaginer là maintenant que ça, c'est tous les jours pendant 10 ans. Tu ressens quoi dans ton corps? Et tu laisses un temps où vraiment tu te laisses imprégner par tout ce que tu visualises. Et tu regardes comment ton corps il se comporte. S'il y a des tensions, c'est que techniquement, il y a un truc qui coince. Si au contraire tu te sens apaisé, relâché, c'est que c'est ok. Et souvent cet exercice, j'adore le faire parce que justement le corps ne ment pas et parce que instantanément, mes patients en tout cas, je le vois, soit ils se crispent parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, ils le ressentent physiquement. Bah non, là, imaginez encore 10 ans avocat, je sens que ça va pas. Ok, si maintenant tu imagines être carreleur, ah bah c'est bizarre parce que là tout de suite mes épaules elles vont beaucoup mieux. Ah mais j'ai plus ce que je ressens dans la poitrine et ainsi de suite. Donc vraiment le conseil le plus simple et pratico-pratique c'est de faire cette visualisation et de prêter attention à son corps en faisant une sorte de scan corporel à la fin si tu veux. Et tu vas vite te sentir en fait si tu es ou non sur la bonne voie, si je reprends ce que tu disais, ou si tu vis la vie qui te convient, qui est alignée avec toi,
ou si finalement tu as décidé, pour X ou Y raison, de vivre une vie qui ne te correspond pas aujourd'hui ou plus aujourd'hui. Dans ces cas-là, peut-être que tu pourras trouver une ébauche de réponse. Mais le corps, lui, il est vrai. Merci Marion. Avec plaisir. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Psy Télisson ou sur YouTube avec ma chaîne Marion Télisson. Et puis également au cabinet, puisque je consulte pour des consultations de MDR ou pour des supervisions. Et voilà. Et ton livre également, Regarde-toi le nombril. Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode pour que les auditeurs puissent te retrouver facilement. Merci beaucoup. Merci à toi Marion, à bientôt. C'était un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt Steph.